monographie, c'est-à-dire un travail de journaliste, quasiment de romancier. Les deux aspects, je ne vais pas parler du FN, ce sera le travail de la scène, qui se fera bien mieux. Il y a l'aspect description d'une ville, c'est une des spécialités, j'ai trouvé, de la scène. Quand il arrive dans une ville, il sait où il est. C'est un puzzle très compliqué avec une sociologie suivant les heures de la journée qui changent, avec des populations qui ne se connaissent pas, qui ne se mélangent pas beaucoup. Et bon, l'œil d'Hassen dans sa description, j'ai trouvé qu'il était particulièrement aigu. Et puis quand on arrive dans une ville après ce livre, on le voit d'une autre, on voit la ville d'une autre manière. L'autre aspect, donc ça c'est, disons, la sociologie et puis la vision de la ville ou de la géographie sociale, j'ai pas réussi à déterminer. L'autre aspect, c'est la sensibilité d'Hassen quand il va volontairement, avec son nom, avec sa tête, dans un café qui s'est tenu par le Front National, avec des sympathisants du Front National, et qui va nous décrire ce qu'on peut vivre quand on est dans cette situation-là. Et là, c'est pas avec des tableaux de chiffres, avec des courbes, qui fait de la sociologie, il nous fait comprendre ce qu'on peut ressentir dans cette ambiance, où en plus on va chanter la Marseillaise, mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge, et comment on peut vivre ça. Ces deux aspects, indépendamment de tous les aspects politiques très détaillés qu'Hassen va nous développer, j'ai trouvé que ces deux aspects, c'était les deux grands atouts du livre, qui ont fait travail sur la ville au sens politique du terme. C'est-à-dire que pour moi, m'intéresser à l'architecture, c'est pas m'intéresser seulement au bâti. C'est m'intéresser aussi à la configuration finalement urbaine dans laquelle l'architecture se développe. J'ai pas une vision esthétisante des villes, ni sociale des villes, parce que à trop faire du social, finalement, on oublie la dimension politique. Je suis contributeur du Monde diplomatique et de la revue Esprit. J'ai été éditeur pendant 6 ans, documentariste à France Culture pendant quelques années aussi. Et j'ai été journaliste jusqu'au milieu des années 2000, mais assez particulier. Je travaillais dans une revue qui s'appelait Urbanisme, qui avait été, quand moi je suis rentré en 94, rachetée par la Caisse des dépôts. Ce livre sur le Front National, c'est pas une recherche, c'est ce qu'on appelle une enquête sociale, parce que je suis pas parti d'une problématique de recherche ordinaire, je suis plutôt parti d'un constat qui est celui qu'il n'existe pas dans le champ éditorial français de livres sur le Front National aux affaires. C'est-à-dire que vous avez des livres sur l'idéologie frontiste, vous avez des livres sur les leaders frontistes, vous avez des livres sur l'électorat frontiste, mais vous n'avez rien de manière assez exhaustive sur quelle est la politique instaurée par les élus frontistes. 12 millions d'habitants, si Paris c'est là, l'Est c'est là, donc l'Ouest, c'est au bout des Yvelines, mais c'est pas les Yvelines de Rambouillet, Versailles, c'est pas non plus les Yvelines des grands ensembles d'habitat social, Trappes et Mantes-la-Jolie, qui est limitrophe à Mantes-la-Ville. C'est une commune d'un peu plus de 11 à 12 000 habitants, je n'ai pas le chiffre exact, il est dans le livre, commune dortoir. Je décris un peu, parce que c'est très important pour moi, de raconter au lecteur comment tout le trajet, quand on part de la gare Saint-Lazare et qu'il faut aller à Mantes-la-Ville, ou inversement. Quand on voyage entre 1h et 1h30 dans un train, ça veut dire qu'il y a des conditions psychologiques aussi, finalement, dans lesquelles on se trouve quand on habite une commune. C'est une commune donc, de la petite classe moyenne. Alors je vais dire des chiffres d'achat d'un bien immobilier. Quand j'étais à Toulon, quand j'ai donné le montant, alors c'est vrai qu'on est sur la côte quand même, mais plutôt à Beaucaire, ils m'ont dit c'est des gens qui avaient un budget de 200 000 € pour acheter une maison, quoi. On peut plus facilement acheter une petite maison. On achète plus facilement un Chambéry parce que à 200 000 €, on n'a rien à Paris. Et même en première couronne, quand je dis première couronne, c'est toutes les communes qui ont à proximité un métro, quoi.
Donc il y a ces gens-là qui se vivent un peu comme des déclassés, au sens où ils n'ont pas le patrimoine économique suffisant pour pouvoir acheter là où ils veulent. Donc ils vont dans cette ville un peu dortoir, un peu avec sa vieille église, qui abrite donc plus d'activité économique, quasiment plus rien, alors que se développe le Grand Paris. Mais c'est un Grand Paris des pôles de compétitivité. J'en parle un peu dans le livre, mais dans un livre précédent, j'avais fait alors beaucoup un travail de recherche sur ce que moi j'appelle le Grand Paris du séparatisme social. Le Grand Paris, c'est cet énorme projet de métro, vous avez dû en entendre parler, de Grand Paris Express, qui va finalement, le présupposé, il y a un article dans le Monde diplomatique du mois d'octobre, le présupposé c'est finalement réduire les temps de parcours et éviter que les gens soient pris dans cette toile d'araignée qu'est Paris intramuros, donc pour éviter de faire ça et ensuite ça, ou ça et ensuite comme ça, mais garantir finalement une forme de confort dans les... un terme qui est très à la mode, mais qui a une forte connotation, la connotation idéologique est d'abord économique, c'est la mobilité. C'est pas la mobilité pour être libre, pour se déplacer, c'est la mobilité pour être libre, pour pouvoir consommer, pour pouvoir accéder aux lieux finalement dont on estime qu'ils valorisent économiquement des activités. Et donc, Mantes-la-Ville, il n'y a plus rien. C'est un peu un des trous du gruyère du Grand Paris. Beaucoup de retraités de la SNCF y habitent. Donc des gens qui ont vu arriver cette classe moyenne-là, et qui en même temps cohabitent avec deux petits grands ensembles d'habitat social. Et enfin, et ça c'est l'élément le plus important, aussi du moins un élément important, c'est une ville sociologiquement de gauche. Il faut savoir que le maire le maire candidat Front National a gagné avec un peu moins de 31% de voix à l'occasion d'une quadrangulaire. C'est-à-dire que la liste PS plus la liste PS dissidente faisait quasiment 58 ou 60%. Si vous mettez la liste de droite, donc on a un Front National qui est minoritaire, mais à mon avis et j'insiste à chaque fois que je présente le livre, je l'ai dit précisément aux élus de Mantes-la-Ville qui eux étaient là, que ce serait se tromper que de croire que le Front National a gagné cette commune uniquement à la faveur d'une quadrangulaire. Non, une ville qui est sociologiquement de gauche ne vote pas à près de 31% pour un candidat Front National. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu les régionales en décembre 2015, Barthelone fait quasiment 60%, donc candidat PS, dans cette ville. Pécresse fait un peu plus de 20%, et le Front National n'atteint même pas les 20%. Alors qu'il y avait le père sortant, vous voyez, on parle toujours de cette prime-là. Donc voilà, c'est quand même une ville sociologiquement de gauche. La question c'est pourquoi est-ce que dans une ville sociologiquement de gauche, pratiquement 31% des gens ont voté pour un maire frontiste. Comme vous, que ma grand-mère a été gazée à Auschwitz. Oui, mais ouais, et ben moi je suis fier d'être communiste. L'autre commune de cette enquête sociale, c'est Beaucaire. Alors là, c'est la sociologie traditionnelle, j'allais dire, du Front National. Grosse population de pieds noirs, population agricole aussi, et population de déclassés. Beaucaire, c'est une des... dans le Gard, c'est une des communes dans tout ce... Alors on est passé du Languedoc-Roussillon à un truc un peu difforme qui s'appelle l'Occitanie, donc Midi-Pyrénées plus Languedoc-Roussillon, donc il faut aller jusqu'à Toulouse maintenant, qui est devenue la ville-préfecture, qui est quand même pas à côté de Beaucaire. Et c'est une ville donc où les gens vivent une forme de régression sociale, des trajectoires résidentielles et sociales qui sont en panne depuis très longtemps, pas de boulot, pas de jeunes, de toute façon il n'y a même pas de lycée à Beaucaire. Pour aller au lycée il faut traverser le pont à la Tarascon, qui est en PACA, parce que quand on traverse le pont on change de région. C'est une commune qui n'a pas d'activité, avec un hypercentre historique
qui s'est anémié, beaucoup de commerce arabe, de moins en moins, depuis 2014, et une très grande pauvreté et inégalité sociale. Et enfin, s'agissant de Beaucaire, il faut savoir que entre 2001 et entre 1983 et 2001 plutôt, le maire Jean-Marie André, de l'époque, vivait l'immigration comme une perte. C'est-à-dire qu'il a été condamné plusieurs fois par le tribunal de Grenoble pour refus d'inscrire les enfants étrangers dans la cantine scolaire. Il refusait de signer des certificats d'hébergement à des personnes qui vivaient en France depuis très très longtemps et qui étaient en droit d'avoir le certificat d'accueil des familles. C'est quelqu'un qui était pourtant à la tête d'une majorité droite plurielle, si certains se rappellent des sigles, RPR, UDF, PR, CDS, etc. Donc on était entre à la fois centriste et droite hyper conservatrice, et qui pourtant avait un conseil municipal qui votait toutes ces décisions. Donc quand Julien Sanchez devient maire en 2014, donc maire Front National, et qu'il arrive avec un slogan commun à tous les candidats FN, Beaucaire, ville française, et bien finalement c'était l'aboutissement logique de tout le travail sur le corps social beaucairois entrepris par Jean-Marie André entre 1983 et 2001. La question que je me suis posée en démarrant ce travail d'enquête, c'est qu'est-ce que c'est qu'une gestion frontiste ? Un maire a très peu de pouvoir aujourd'hui. Du moins, il a des pouvoirs, mais en raison des intercommunalités, il a un certain nombre de prérogatives qui lui échappent. Le transport, on le sait, l'éducation, la formation, les politiques sociales, c'est plus lui. Il lui reste des marquages identitaires, politique, le levier des commerces et la vie culturelle et associative. Mais c'est suffisant pour le FN. Lorsque le Front National avait 5 communes entre 1995 et 2001, ce que moi j'appelle dans le livre le Front National, les maires de l'âge 1, les maires frontistes n'avaient que comme souci d'établir une différence évidente entre la gestion d'une municipalité classique, pour eux classique, rappelez-vous le slogan de Le Pen, la bande des quatre, de la leur. Donc ils y étaient allés billes en tête pour attaquer le contrat social et le contrat légal, j'allais dire, si on peut utiliser cette expression. Par exemple, pour la préférence nationale, Bruno Maigret, lorsqu'il avait fait voter par le conseil municipal de Vitrolles une prime de naissance pour les familles françaises, même si c'est interdit, il l'avait fait ouvertement. Le bilan de l'âge 1 était très négatif. Même entendu, même si Marine Le Pen avait d'abord son père et ensuite elle voulu contester ce bilan, que ce soit à Toulon, Orange, Marignane, Vitrolles, le bilan finalement sur le plan urbain ou sur le plan économique et social avait été négatif. Cette fois-ci, il s'agit d'accompagner le processus de, j'aime pas trop le mot normalisation parce que ça reste un parti d'extrême droite ne peut pas se normaliser, ça reste un parti d'extrême droite. Et c'est se leurrer de se gaver de mots que de vouloir euphémiser ce qu'il est. Cette fois-ci, il s'agit finalement de ne pas brusquer l'opinion publique. Marine Le Pen a dit en 2014, les maires de notre parti vont appliquer notre programme et ne feront rien d'autre que cela. Et surtout, sous-entendu, ils ne feront pas de vagues.
Parce que faire la démonstration qu'ils peuvent gérer une commune, ça signifie que nous serions tout autant capables de gérer le pays. L'équation est celle-là. Donc, moi, la question que je me pose, c'est, puisqu'ils sont là pour appliquer le programme du FN, et puisque, par ailleurs, les marges de manœuvre sont réduites à un certain nombre de thématiques, donc, premièrement, est-ce que la préférence nationale est appliquée dans les villes FN? Deuxièmement, Beaucaire, ville française, etc., Mandeville française et bon, toutes les autres villes, qu'est-ce qu'il en est des leviers identitaires? Oui, je vais vous expliquer un petit peu comment les choses elles opèrent. Mais il y a des marqueurs sociaux, il y a des marqueurs identitaires. Le marqueur identitaire est très fort dans le discours frontiste. Je me suis également intéressé à la vie sociale de ces communes. Si d'aventure la préférence nationale est appliquée et qu'il y a une vision que j'appelle ethno-différentialiste des populations, comment est-ce que le corps social local vit et quel type de vie sociale et démocratique opère dans ces communes-là? Et enfin, pour moi, ce travail, il a toute utilité qu'à la condition d'observer le positionnement de l'État. Notre système politique est un système qui tient par d'abord un acteur. Et l'acteur, c'est l'État, qui est le garant du droit commun et qui a les toutes prérogatives pour faire respecter ce droit commun. Lorsque les maires de l'âge 1 frontistes ont... Ah, merci. C'est peut-être... ont essayé de déborder le cadre légal, c'est parce qu'aussi l'État était vigilant sur ce qu'il faisait, que ce soit en matière de culture, de politique de la ville, etc. La question que je me suis posée, c'est, avec ce nouveau Front National, du moins prétendu nouveau, dans une société française qui est écrasée idéologiquement par les idées frontistes, face à quel État on se trouve confronté aujourd'hui? Alors, les maires frontistes appliquent la préférence nationale de façon totalement illégale. Ceux qui ont acheté le livre, les autres, j'espère que vous allez le prendre, et j'espère que vous allez surtout, que ça va être matière à débat, vous allez voir que le Front National applique les maires frontistes plutôt appliquent... Alors, j'utilise le terme, l'identité Front National dans le livre jusqu'en 2018. Et ensuite, j'utilise le sigle FNRN à dessein, parce que j'estime qu'en tant qu'observateur et chercheur, je n'ai pas à m'absoudre dans une entreprise de communication qui finalement n'a qu'un objectif, c'est de virginiser, hein, si on peut utiliser ce terme, un parti qui promeut les mêmes idées, la même idéologie. Donc, Rassemblement national, ne parlons pas à tout le monde. J'ai volontairement dans le livre accolé les deux sigles FN, RN. Alors, le Front National, pour mettre en pratique plutôt la préférence nationale, il va user d'un stratagème extrêmement sournois. C'est-à-dire que la préférence nationale ciblant une population, alors à Mantes-la-Ville, c'est les populations arabes, musulmanes ou arabo-musulmanes, ce qui n'est pas pareil, et noires aussi. Il y a une population du moins subsaharienne africaine qui est là, pas importante, mais là. À Beaucaire, c'est plutôt les populations arabes, musulmanes, arabo-musulmanes. Donc, il va s'agir, dans sa stratégie, de les neutraliser.
Les neutraliser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire veiller à ce que ces individus ne soient plus visibles dans l'espace public. Ça passe comment? Ça se passe comment plutôt? Par exemple, quand le maire frontiste arrive de Beaucaire, il dit Beaucaire doit retrouver son identité provençale. Beaucaire, c'est dans le Gard, c'est pas en Provence. Hein. C'est même pas en Camargue. Mais vous verrez tout ça dans le livre. Il y a, dans cette stratégie-là, il s'agit aussi de, comme écrivait Valérie Gounet, créer une nouvelle forme de roman national. D'accord ? Roman national qui serait supposé réidentifier un lieu à ses origines. En gros, les origines, c'était avant l'immigration maghrébine de la fin des années 50, début des années 60. Et quand vous lisez, par exemple, le journal municipal, je me souviens d'un numéro d'été, vous avez tout un tapis de lavande au-dessus de Beaucaire. Or, la lavande ne pousse évidemment pas à Beaucaire. Et donc, ce jeu d'illusionnisme, finalement, il participe de cette mise en cohérence de Beaucaire, ville française, comme de Mantes-la-Ville. Bon, Mantes-la-Ville, c'est différent parce que, évidemment, il s'attache à réidentifier la ville selon d'autres marqueurs identitaires. Donc, le marché provençal, il n'existe pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui accompagne, c'est le discours qui accompagne cette neutralisation des populations qu'on ne veut pas. Le premier adjoint a dit « le marché, c'est plus le souk ». Les mots aussi sont utilisés à dessein, parce qu'il n'y a pas besoin de faire une interprétation du terme, une traduction. Localement, les gens comprennent qui on cible quand on dit « c'est fini le souk ». Donc, là, j'ai des témoignages de policiers municipaux, évidemment anonymes, qui m'expliquent qu'il y avait un système de pénalité à destination des forains arabes, de façon à les contraindre à ne plus venir travailler sur le marché beaucairois. Un carton oublié, c'était des points. Ou une voiture mal garée, ou tout ça, vous verrez dans le livre. Hein, je n'ai pas mémorisé ça, mais en gros, ce que m'explique entre autres ce policier, il s'agissait de pourrir la vie de ces forains. Et un forain qui ne travaille pas, c'est un forain qui perd des revenus, et donc qui a tout intérêt à trouver une autre commune pour travailler. Mais surtout, ne pas rester à Beaucaire. Je pense aussi à tout un levier aussi qui concerne la préemption des commerces. Alors, les maires ont heureusement, et dans tous les maires de France, ont cette capacité-là, finalement, à préempter un commerce s'ils estiment qu'il faut lutter contre le monolithisme d'une activité commerciale. Par exemple, que des magasins franchisés, que des sandwicheries, que des... bon, etc., des supermarchés, bon, peu importe. Là, mais il y a quand même un cadre légal. À Beaucaire, par exemple, le maire est très malin. Donc, lorsqu'un commerce se il va le louer au propriétaire des murs et ensuite le sous-louer aux commerçants de son choix. Mais le sous-louer à un commerçant à qui il va faire une forme de subvention déguisée. Je pense par exemple à un salon de thé que je livre, qui a été fermé d'ailleurs depuis, que je cite dans le livre. La femme, du moins le loyer c'était 600 €, la ville lui sous-louait à 200 €. C'est-à-dire que la ville se pénalisait de 400 € mensuels. Et en même temps, la ville, du moins les commerces qui faisaient la même activité étaient discriminés aussi, parce qu'eux payaient, mais qui n'étaient pas dans cet environnement-là, mais qui étaient toujours commerçants dans la ville, payaient un loyer à un prix normal, sans avoir une subvention municipale, finalement, qui leur permet de payer une partie de leur loyer. Et surtout un commerçant de son choix. À chaque fois que, alors une précision, à chaque fois que j'ai fait une observation, qu'on m'a rapporté des faits, je ne suis pas un spécialiste du droit,
administratifs, mais en la matière, il vaut mieux finalement les solliciter. Donc j'ai un ami qui connaît beaucoup d'avocats qui ne se connaissent pas et qui m'a donc donné leur adresse. Et je leur ai soumis ces faits-là, sans leur donner le nom de la commune, ni l'identité politique du maire. De façon, non pas à altérer leur jugement, parce que ce sont des professionnels et leur jugement, mais je ne souhaitais pas que cet élément-là, finalement, appuie leur jugement. Et tous ont été surpris par ce que je leur rapportais. Je reviens à la question de la préemption. Et là, la ville, d'abord, il y a un cahier des charges, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sous-louer à qui l'entend. Donc, elle doit ouvrir, en toute transparence, les offres commerciales. Deuxièmement, la durée du bail est limitée dans le temps. Or, ce local commercial-là, par exemple, est loué par la ville depuis 2015. Et enfin, elle ne doit pas discriminer les commerçants, du moins les candidatures les unes aux dépens des autres. On est là dans l'exemple typique d'un fait finalement qui transgresse les règles du droit sans être contesté. Mais là, on verra cette partie-là. Le maire, il encourt une amende, une condamnation évidemment, et une inéligibilité. Et ça, je l'ai observé également à Mantes-la-Ville. Ça, c'est une façon finalement d'instaurer la préférence nationale. C'est d'autant plus simple que j'ai été très surpris parce que toutes ces décisions, elles sont validées en conseil municipal. Or, dans un conseil municipal, il y a aussi une opposition. Et ce qui m'a surpris en faisant ce travail-là, c'est que l'opposition est restée totalement atone. À croire que, et c'est en cela que je trouve que ce qui se passe est très inquiétant et que ça s'appelle les laboratoires de la haine, il y a une forme de fait accompli. La société française aurait changé son propre regard sur le Front National, FN, RN. Donc, ces élus ont toute légitimité finalement à agir comme ils l'entendent. Et comme ils l'entendent, ça veut dire discriminant qui ils veulent et transgressant les règles du droit. Je pense par exemple, quand le maire, le travail sur les associations, le maire de Mantes-la-Ville dit, mais en plein conseil municipal, je ne subventionne pas telle association parce que j'aime pas le SLAB ou parce que je ne sais quoi, une association de jeunes, mais si mon successeur, lui, en 2020, veut les subventionner, eh ben, il fera ce qu'il veut. Or, la loi est très claire. Une association qui est d'intérêt général ne doit pas être discriminée politiquement. Et les maires frontistes confusionnent, j'allais dire, pardon ce barbarisme, l'intérêt général de l'intérêt particulier. Ça n'est pas l'argent du maire qui est en jeu lorsqu'il dit « je ne subventionne pas ». Non, un maire peut refuser une subvention. Et il a le droit de le faire. Par contre, il faut que les motifs soient des motifs qui soient légaux. Or, j'ai de multiples cas que je cite dans ce livre où les associations ne sont pas subventionnées pour des motifs de discrimination politique. Quand le maire de Mantes-la-Ville dit « je ne subventionne pas, par exemple, je crois que c'est les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge ou je ne sais quoi, parce qu'elle soutient les migrants », eh bien c'est illégal. C'est de la discrimination politique. Ça sous-entendrait quoi? Ça sous-entendrait une relation de servilité idéologique. Si vous ne pensez pas comme moi, de facto, je ne vous subventionnerai pas. Or, la loi, elle est très claire. J'insiste sur la question de la loi et vous verrez pourquoi. Parce que mon intervention évolue à la faveur de ce que j'ai entendu et des choses... Le livre se vend bien, j'ai pas ces soucis-là. Le débat se passe bien, j'ai pas ce souci-là. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la façon avec laquelle les gens perçoivent les choses, parce qu'il y a une partie à la fin qui concerne la dissolution du Front National.
Et je préfère le dire maintenant de façon à ce que vous fassiez le lien plus tard. Donc on est finalement dans des lieux qui sont des zones de non-droit. Le Front National se moque souvent hein, ou dénonce souvent les zones de non-droit. Or, lui, il a instauré chez lui cet état de fait, hein, qu'il est maître dans ces lieux et qu'il agit comme bon lui semble. Et ces élus-là de l'opposition qui entendent et qui, quand bien même ils voteraient contre le refus d'une subvention, ne font pas leur travail d'opposant. Parce qu'il se passe cette chose assez incroyable que celui qui gagne les élections, il agit comme il entend. Non, on est en République, et la République, elle est tenue par cette chose qui s'appelle l'état de droit. Donc on est dans des lieux où la vie sociale est fortement dégradée. Elle est tellement dégradée que, je pense par exemple, quand un maire, à Mantes-la-Ville par exemple, les subventions qui sont liées à la politique de la ville sont passées de 400 000, mais vous verrez ça de mémoire, à 260 000 euros. Alors le maire peut dire, et le Front National d'ailleurs, abat cette carte. On vous a promis de baisser les loyers, les impôts, et bien regardez, on le fait. D'une part, ils peuvent le faire, puisque l'impact de la baisse des subventions donne des marges de manœuvre. Et en même temps, par ailleurs, quand on m'a donné des chiffres, les impôts baissent, mais à l'infinitésimal, 0,0 quelque chose. Or, dans cette stratégie de communication, quand vous vendez des impôts qui n'augmentent pas, eh bien, vous vendez des impôts qui baissent, mais de façon très illusoire. Ben oui, dans l'opinion aujourd'hui, les impôts augmentent tout le temps, même si c'est faux. Il y a les impôts qui augmentent, les impôts qui baissent. Mais devant la suspicion à l'égard de l'impôt public, hein, il y a des économistes qui travaillent là-dessus, et que moi je dénonce, parce que j'estime que l'impôt, c'est ce qui permet de faire du bien commun. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais de faire du commun, c'est l'impôt. Eh bien, le Front National a trouvé cette parade assez incroyable. Puisqu'il n'augmente pas les impôts, eh bien, il les baisse. Mais à quel prix ? Lorsque un centre social n'est plus subventionné, ce ne sont pas les populations arabes, musulmanes ou arabo-musulmanes qui sont impactées, ce sont toutes les populations pauvres qui sont impactées. Évidemment, il n'y a plus de cours d'alphabétisation, évidemment, mais le soutien scolaire concerne tout le monde. Je pense par exemple à Beaucaire avec la Ligue de l'enseignement dont les crédits ont fortement baissé. Ligue de l'enseignement, précurseur de l'éducation populaire. On est quand même ici dans un lieu d'éducation populaire. Ce sont des activités culturelles qui ne se font plus. Ce sont des moyens d'animation qui n'existent plus. Donc ce sont des parents qui sont déjà dans des situations fragiles, qui n'ont plus les moyens finalement de donner du loisir, d'offrir des temps de loisir, des temps de parascolaire à leurs enfants. Et le Front National, quand il dit « je suis le parti du peuple », non, c'est pour ça que je dis que c'est un parti néo-populiste, pas un parti fasciste. Néo-populiste parce que c'est le parti d'un peuple. Le parti indo-européen, d'une part, et le parti des mieux lotis, d'autre part. Donc il faut cesser de dire que le Front National est le parti des jeunes. Premier parti chez les jeunes, c'est faux. Toutes les études le montrent. Premier parti chez les ouvriers, c'est faux. Toutes les études le montrent. Et le parti du peuple, c'est faux. C'est le parti d'un peuple. Si c'était un parti populiste, ça serait, oui, le parti du peuple. Donc on est dans des lieux où la vie sociale est extrêmement gangrénée. La haine raciale fonctionne terriblement. Et comme tu le disais, c'est vrai que volontairement je démarre le livre de façon pas assez monographique, mais en même temps il me semblait important d'écrire à la première personne pour décrire les lieux, c'est-à-dire dire au lecteur voilà à quoi ressemble l'environnement social de ces deux communes. Et voilà et en quoi la teneur finalement la teneur sociale de ces villes a créé les conditions d'un climat de haine
La première fois que moi j'ai mis les pieds à Beaucaire, par exemple, mais comme à Mantes-la-Ville, il y avait des multitudes de drapeaux. On était dans l'entre-deux-tours des élections départementales, régionales de décembre 2015, et quelques semaines après, les deuxièmes attentats djihadistes du Bataclan et du Stade de France. Et je vois donc tous ces drapeaux, j'avais un peu d'avance, et je passe devant la mairie, donc évidemment, il n'y a pas de drapeau européen dans les villes frontistes, hein. Le Front National dénonce l'Union européenne, ce qui ne l'empêche pas d'encaisser des subsides européens. Quand j'étais à Beaucaire récemment pour présenter le livre, le conservatoire, il a quand même bénéficié d'un peu de financement de l'Union européenne. L'argent n'a pas d'odeur aussi. Et donc, le drapeau français était en berne, et vous aviez une énorme banderole, Beaucaire dit non au terrorisme islamique. Alors on est dans un bâtiment public, c'est-à-dire qu'un hôtel de ville, c'est un lieu qui a une valeur symbolique, parce que c'est le lieu dans lequel se fabrique, se construit la politique d'une municipalité, donc d'un ensemble d'individus, d'une communauté humaine, pour dire les choses assez plus largement. Mais la communauté de tous les humains qui constituent la ville. Et si vous affichez ce slogan-là, vous pouvez dénoncer les attentats. Vous pouvez dénoncer la haine, vous pouvez dénoncer la barbarie des attentats. Par contre, d'un slogan « non au terrorisme islamique », là, finalement, accompagnant la politique mise en place, finalement, vous tétanisez une commune. Et je vous rappelle que c'est lorsqu'il y a eu les manifestations du 11 janvier 2015 dans toute la France, après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, le Front National avait organisé sa propre manifestation à Beaucaire. Et je cite des gens qui me disent, le slogan, c'était pas non au terrorisme, c'était on est chez nous. Donc c'était même pas un rassemblement, c'était une manifestation de haine. Donc, la haine, c'est quelque chose qui se déverse très largement. Je rentre dans un café parce que j'avais de l'avance, et parce que j'estime que dans un travail d'enquête sociale, il y a un truc qui s'appelle l'intuition, quoi. On est dans des villes où moi, chercheur, il n'y a pas de politique d'archivage. Tout est pilonné. Parce que les archives, ça a un coût, et surtout, les élus n'ont pas la culture une forme de culture de l'histoire du lieu, une forme de histoire des individus. Et aussi parce que se débarrasser du papier, c'est aussi se débarrasser d'un certain passé quand on pense qu'il n'est pas très glorieux. Ça aussi, je l'ai vu faire, mais pas que dans des communes FN. Et donc, j'estimais que je pouvais finalement percevoir des choses de l'identité du lieu à travers ce qui se dit dans les commerces, dans les cafés, dans les restaurants, parce que j'estime que non pas que ça formera une partie importante de mon analyse dans un deuxième temps, mais ça peut finalement opérer des arguments à cette analyse-là. Et j'entends, donc il y avait évidemment BFM, de toute façon BFM est dans tous les cafés aujourd'hui, j'imagine à Chambéry pareil, et donc ils avaient annoncé, les médias, parce qu'il y avait un sondage qui montrait que les deux régions où le Front National était arrivé largement en tête, donc PACA et Nord-Pas-de-Calais, pouvaient être perdus par le FN avec le désistement des listes PS. Et j'entends, mais c'est profusion raciste, mais vraiment des exprès, mais vraiment des insultes à la destination des Arabes. Et il y a un moment, je me suis dit, non pas parce que je m'appelle Hassan Ben Messous, je suis d'abord étranger parce que je suis un Parisien. Il faut surtout, je ne suis pas un Arabe à leurs yeux. Je dis ça parce que c'est la première fois, c'est pas mon premier livre, mais je me suis retrouvé dans cette chose-là. Non pas parce que j'estime, parce que le Front National, évidemment, il ethnicise, mais en même temps, si on reste que sur la dimension ethnique, on se trompe. Le Front National n'est pas un parti aussi à destination des classes populaires. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais, jamais.
C'est dans la fantasmagorie, finalement, du Front National que de vouloir ériger les choses telles quelles. Non. N'oubliez pas que le premier modèle, les premiers modèles économiques et politiques des leaders frontistes, c'était Reagan et Thatcher. Et quand Maigret opère finalement la mutation à partir de 88 et surtout 95, Bruno Maigret qui était secrétaire général du FN, c'est parce qu'il avait compris que le FN avait récupéré une partie de l'électorat communiste, mais qu'une partie. Le gros de cet électorat-là avait cessé de voter. Si on a une vision à l'aveugle, évidemment, on se dit c'est le parti des ouvriers. Non, c'est pas un parti ouvrier. Le Front National n'a même pas de candidat dans les banlieues populaires et dans les communes ouvrières. C'est faux. Bon, je referme ma parenthèse. Et donc je dis, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et les gens me regardent, et il y en a un qui me dit, mais... Parce que je dis aussi, tout le monde pense comme vous. Oui, oui, tout le monde pense comme moi. Et j'étais persuadé que, face à un étranger comme moi, donc de l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur, les gens feraient profil bas, au moins profil bas. Eh bien, pas du tout. Ils ne peuvent pas faire profil bas parce que parce que le travail, finalement, au corps, mais corps social, entrepris par le FN, il a finalement, en psychanalyse, on appelle ça de la sublimation, vous voyez, hein, lorsque vous sortez comme ça, finalement, vous bloquez, et voilà, vous sortez cette chose en un autre élément, pardon. Et bien eux, il les a sublimés. C'est-à-dire qu'ils expriment les choses telles qu'ils les pensent. Et je cite entre autres Claude Dubois, qui est un militant érudit du lieu et qui était écologiste, et il dit, moi ça fait 30 ans que j'entends ces expressions-là, ça ne change rien, avant c'était en catimini, maintenant c'est dit ouvertement. Vous verrez, beaucoup de hauts fonctionnaires vont parler. Alors eux aussi sont anonymes, parce qu'eux sont tenus par le devoir de réserve, pardon. Parce qu'ils estiment que la situation est trop grave et qu'ils sont isolés. Ils estiment que l'État n'a absolument pas compris ce qui se jouait dans ces communes. Et que la faillite de l'État a pour conséquence que, d'une part, l'idéologie frontiste a complètement et définitivement irrigué ces corps sociaux, et par ailleurs, les renoncements de l'État, finalement, ont légitimé l'existence politique du Front National et de son idéologie. C'est-à-dire que le Front National, aujourd'hui, est légitime parce que l'État a failli. L'État, et moi j'inclus les corps intermédiaires, syndicats, partis de gauche, partis de droite, corps enseignants, et les administrations. L'État pense que, à tort, qu'on est dans des villes moyennes qui n'existent pas dans la cartographie économique et politique française. Qu'est-ce que c'est Beaucaire? C'est rien. Qu'est-ce que c'est Mantes-la-Ville? C'est rien. Qu'est-ce que c'est Cogolin, Le Pontet, Hénin-Beaumont, tout ça? C'est rien. Même Fréjus, c'est rien du tout. Cannes, Front National, oui, là, ça aurait posé un problème. Nice, Front National, oui. French Riviera, c'est pas Fréjus. C'est plutôt Cannes, c'est plus Antibes, Juan-les-Pins. On est dans des lieux, finalement, qui sont des invisibles de la cartographie sociale française. Et donc, finalement, il n'en coûte rien aux yeux de l'État que les habitants de ces communes, eh bien, ils avalent cette potion amère qu'est la potion frontiste. Et l'État se désavoue même lui-même. C'est-à-dire que, je cite par exemple à Mantes-la-Ville, lorsque la FNACA, la Fédération des anciens combattants d'Algérie, chaque 19 mars, donc, ils ont une cérémonie qui est organisée comme partout, parce que c'est une date officielle. Le maire frontiste a tout fait pour empêcher ce rassemblement. Et donc l'État, quelle a été sa position? Le sous-préfet
convoque le président de la FNACA, Mantes-la-Jolie-Mantes-la-Ville, pour lui dire en catimini de quoi vous avez besoin, on va vous le donner, mais il ne faut surtout pas que ça sorte de notre bureau, de ce bureau. Même chose à Beaucaire, où le maire a débaptisé la rue du 19 mars 62 en 5 juillet 62, pour réécrire évidemment, réhabiliter l'Algérie française et réécrire l'issue de la guerre d'Algérie. Il se trouve qu'il voulait l'accompagner par une cérémonie. Donc depuis le cimetière en passant par l'hypercentre. Alors dans l'hypercentre, il y a des populations arabes, musulmanes, arabo-musulmanes. Et donc étaient invités nombre d'associations nostalgiques de la guerre de l'Algérie française, qui venaient de Nîmes, mais aussi du moins du Gard, de l'Hérault, Pyrénées, du nord de la France aussi, un peu partout. En gros, c'était une forme de rassemblement des nostalgiques de l'Algérie française qui jouait à rebours ce film La bataille d'Alger. Sauf que là, c'était la bataille de l'hypercentre de Beaucaire. Bah oui, il retraversait la rue nationale comme ça. Donc, alors vous imaginez l'effet sur l'espace public. Et le ferment, j'allais dire, nocif. Hein. L'élu, un maire, c'est le garant, d'abord c'est le premier officier de police. Quand un maire est pyromane, quand un maire finalement est l'attiseur de toutes les haines raciales, qu'est-ce qui se joue? La guerre civile. Quelle a été la réaction de l'État? J'ai eu c'est le préfet d'ailleurs que j'avais eu en entretien du Gard et qui me dit on savait que Sanchez il voulait grosso modo, il voulait foutre le bordel, etc., se victimiser. Finalement, heureusement qu'à ce moment-là il y avait la COP 21 et qu'on était en plein état d'urgence. Donc j'ai considéré que j'avais pas suffisamment d'effectifs de police pour le maintien de l'ordre, donc j'ai interdit la manifestation. C'est-à-dire que il a utilisé un fait circonstanciel, l'état d'urgence, un second fait circonstanciel, la COP 21, pour interdire une manifestation à la haine. Or, j'estime que le rôle de l'État, ça n'est pas finalement de s'abriter derrière des dispositions, mais finalement, c'est d'être aux avant-postes. D'une part, en faisant valoir l'histoire de la guerre d'Algérie, mais la vraie histoire. Je cite dans le livre, quand j'étais à Toulon, j'étais très content de rencontrer la femme elle s'appelle Elisabeth Nadira, c'est son mari qui avait exhibé le rapport Katz, du général Katz. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais je cite dans le livre, le général Katz, c'était celui qui commandait les militaires et qui était un observateur très fin de ce qui s'est passé le 5 juillet à Oran. Et il explique en comment l'OAS et les sbires de l'OAS, finalement, avant le 5 juillet et jusqu'au 5 juillet, commis nombre d'attentats, des exactions, tué des soldats français, etc. etc. Même De Gaulle, il suffit de lire les Mémoires d'Espoir et vous verrez que De Gaulle dit les choses très tranquillement. Je cite De Gaulle, je ne suis pas porte-parole de Gaulle. Et j'estime que sur la guerre d'Algérie, il a été, plus partisan de l'Algérie française que partisan de l'autodétermination algérienne. Ou de la fin de la colonisation, c'est plus juste. Et donc De Gaulle dit l'OAS voulait laisser l'Algérie dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé en 1830. Voilà. Et donc l'État pouvait, après tout, le rapport du général Katz, il est écrit par un des plus hauts représentants de l'armée française,
donc acteur d'État, et l'État doit à ce moment-là, finalement, rapporter les faits, rien que les faits. Or, l'État s'est dissimulé derrière cette chose assez médiocre qui est l'état d'urgence. D'où cette question que je pose en fin de livre. J'ai survolé, j'étais très, très long, pardon, mais c'est toujours compliqué de parler d'un sujet qui est assez protéiforme. Puisque le Front National, la présidente du Front National a dit « Nos élus sont là pour appliquer notre programme ». Jeanlin Lacapelle, d'ailleurs, que je cite dans le livre, qui était à ce moment-là délégué national en charge des fédérations, a dit « Nous veillons à ce qu'ils appliquent le programme du Front National ». Et que ces élus, finalement, transgressent le droit. Donc, posons la question de la dissolution de ce parti. La dernière fois qu'elle a été posée, c'était une pétition qui avait quasiment eu autant de succès que la pétition des coquelicots par Charlie Hebdo. Charlie Hebdo avait fait une pétition pour la dissolution du Front National. Cette pétition s'est fracassée en mai 2002, le 21 avril 2002, avec l'arrivée du moins la seconde place de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle. Le débat, finalement, n'a plus existé, au motif que, et je regrette que ce philosophe ait eu cette position-là, Pierre-André Taguieff a estimé que ça n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va régler le problème de la fièvre. Or, et je cite Rosan Vallon parce qu'il faut toujours citer ses sources, la République, c'est pas l'applaudissement. Ce n'est pas parce que le Front National avait eu à ce moment-là plus de 4 millions de voix que ça légitimait finalement son discours et son idéologie. D'où j'ai trouvé un jour par hasard un article d'un universitaire, Emmanuel Doquès, sur la question de la dissolution du Front National. Un vieil article des débuts des années 2000. Je le contacte et Doquès me dit « Vous savez, c'est très drôle parce que j'avais fait une tribune à ce moment-là, dans l'entre-deux tours, et elle avait été refusée par Le Monde, Libération, Le Monde diplomatique. Mais bon, c'était pas la même équipe. Et je lui dis, vous l'avez encore? Il me dit oui. Et donc j'en parle dans le livre, je lis la tribune, c'est argumenté, ça se tient, etc. Et je lui dis, mais pourquoi, je le rappelle, comment se fait-il qu'aucun journal n'ait publié cette tribune? Il me dit, inaudible. Le Front National est au deuxième tour, ça valait quitus. Et donc, que dit Doquès? Et que je reprends à mon tour. Il cite la loi du 10 janvier 1936. Que dit la loi du 10 janvier 1936? Seront dissous, elle est toujours en vigueur, seront dissous par décret rendu par le président de la République en Conseil des ministres toutes les associations ou groupements de fait, donc les partis politiques, qui soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination. C'est totalement le cas actuel. Donc, est-ce que le droit actuel laisse le choix à l'État? Toujours la même loi du 10 janvier 1936. Seront dissous toutes les associations ou groupements de fait et non peuvent être dissous. Ça veut dire que ça n'est pas à l'appréciation d'un gouvernement. Certaines associations ou groupements de fait. Donc, il y a obligation à dissoudre. Ça n'est pas à l'appréciation de l'État. Et d'autant plus, cette dissolution est d'autant plus évidente
que la France, et là je cite, a signé la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, une convention entrée en vigueur le 27 août 1971, qui ordonne aux États, par son article 4A, de déclarer punissable par la loi toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement. Or, le Front National est subventionné, comme tout parti politique qui obtient des voix dans le cadre d'un scrutin électoral. Donc, pourquoi je disais que c'était intéressant les premiers débats que j'ai commencé à faire? Et je pense que les suivants, c'est pareil. À Beaucaire, par exemple, un élu d'opposition dit c'est pas, mais non, on va encore victimiser le Front National si on appelle à sa dissolution. C'est pas comme ça qu'on lutte contre le Front National. Alors je dis attendez, on parle de droit ou on parle de stratégie finalement à lutter contre le Front National? Si un État c'est d'abord un État de droit, ça ne veut pas dire que le droit se substitue aux politiques. Ça veut dire que le droit rappelle aux politiques le cadre dans lequel finalement notre société s'est construite. Et je cite d'autres encore qui me disent, à un débat à Paris il n'y a pas longtemps, quelqu'un me dit « Oui, mais d'abord, avant de penser à la dissolution du Front National, finissons-en avec Macron et le néolibéralisme, parce que ce sont eux qui font le Front National. » Alors je dis, bon, Macron depuis 2017, précision, je n'ai pas voté Macron. Mais je n'ai pas bien besoin de le dire, j'aurais pu voter pour Macron, ça ne change rien. Je n'ai pas voté pour lui, je ne vote pas pour Macron. Du moins, je ne vote pas pour les politiques néolibérales, c'est pas pareil. Le Front National aurait dû être dissous dès le début, dès sa création en 1972. Ça n'a rien à voir que de combattre le néolibéralisme et les effets des politiques d'austérité, que de les mettre en parallèle avec la politique frontiste. Et enfin, et après je me tais, quand j'étais à Béziers, quelqu'un a dit il faudrait laisser Marine Le Pen gagner. Après tout, si c'est ça que les gens veulent, et nous, de toute façon, on sera des millions dans la rue si elle applique son programme. Elle n'habitait pas Béziers. Alors je dis, écoutez, allez, vivez à Béziers, vivez à Mantes-la-Ville, vivez à Beaucaire pendant 6 ans, et ensuite, quand vous aurez suffisamment goûté à la potion du Front National, eh bien on verra si vous souhaiteriez à ce moment-là que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Voilà.